je suis venue vous raconter un petit peu ce que je fais. Et je me suis dit que ça pouvait avoir deux intérêts pour vous. Je vais vous parler un tout petit peu de mon métier, comment j'ai été amenée à le faire, parce que vous êtes à un moment, à un tournant de vos études, vous devez faire des choix, vous savez peut-être déjà quelle première vous allez faire, mais enfin ça se précise là, vous n'êtes plus dans la voie commune, vous allez devoir faire des choix de plus en plus personnels. Voilà, moi j'ai beaucoup cafouillé là-dedans et je me disais que ça pouvait vous intéresser, ça fait une trajectoire qui peut vous donner vous intéresser. Et puis on va parler un petit peu de ce métier, je vais essayer de vous dire ce que j'ai envie de vous raconter sur les maths. Alors pour commencer, j'ai envie de vous lire j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de lire une copie de maths de l'une d'entre vous qui étant bloquée avec son accord, je m'en suis assurée. Anonyme, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, la personne dont je parle doit savoir de qui il s'agit. C'est toujours ça le principe du cas clinique d'ailleurs. On ne révèle jamais l'identité de la personne dont on parle, mais la personne peut se reconnaître. Donc voilà, c'était une copie passionnante parce qu'au lieu d'être remplie d'équations et de démonstrations mathématiques, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais n'arrivant pas à aller très loin dans le sujet, cette personne a raconté un peu ce qu'elle vivait en maths et pourquoi ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais ça ne marchait pas, pourquoi c'était pénible. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche. Alors je ne vais pas vous la lire in extenso, mais chaque élément de cette lettre est riche, c'est une lettre. Alors moi, j'ai retenu un passage, mais il faudrait tout lire. Donc cette personne a demandé à sa prof de 3e à quoi servaient les cosinus. Et la prof a répondu « Tu verras ça plus tard ». Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend les cosinus en 3e puisqu'ils ne nous servent à rien? Quand je fais quelque chose, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais. C'est le problème des maths. On fait les choses sans savoir où on va. Et c'est vrai que c'est une question. À quoi ça sert les maths? Et à quoi ça vous sert? Je ne suis pas sûre que ça vous serve à grand-chose. Alors quand la question se pose dans mon cabinet, il y a la moitié des élèves, les 3/4, qui disent... il y en a un petit quart qui dit ça ne sert à rien. Et je trouve ça très franc comme réponse, parce que franchement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Honnêtement, actuellement. Ensuite, on va voir à quoi ça peut servir. Et puis, les 3/4 disent, mais si, c'est très important les maths, c'est la base du monde moderne, on ne construirait pas de fusée, et puis pour acheter le pain, donc pour acheter le pain, vous n'avez pas besoin de faire des maths jusqu'en seconde, et pour construire des fusées, ce n'est pas tout de suite. Donc, actuellement, voilà. Et je pense que c'est une des raisons, comme le souligne cet élève, pour lesquels, enfin il y en a d'autres, mais pour lesquels c'est pas évident de faire des maths pour vous, parce que je pense, peut-être que je me trompe, c'est vous qui me direz dans les questions, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne se sentent pas concernés quand ils font des maths. C'est pas leur univers, ça parle pas de vous. Donc j'ai envie de vous raconter comment les maths m'ont parlé à moi, en quoi elles m'ont concernée, et puis comment j'essaye de les travailler pour que les personnes qui viennent me voir y trouvent quelque chose pour elles. Donc la première partie, c'est un peu mon parcours, ce que j'ai fabriqué. Alors au lycée, j'étais bonne en maths, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Et quand on était bon en maths, et peut-être que c'est toujours le cas, on vous expédiait en prépa. Donc je suis allée faire une prépa HEC, l'unique choix que je croyais avoir, je n'ai pas réfléchi très loin, c'était maths sup ou prépa HEC. Je n'avais pas envie de lâcher... l'histoire, les langues, voilà. Donc j'ai fait une prépa HEC. Sortant de la prépa HEC, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCP, qui s'appelle actuellement ESCP-EAP. Et je me suis retrouvée à faire du conseil en stratégie aux entreprises, ce qui est sur le papier très intéressant, mais moi qui ne me passionnait pas du tout. Ce que j'aimais, moi, c'est donner des petits cours de maths. Je faisais ça depuis que j'avais 16 ans, un peu par hasard. En fait, c'était une voisine de mes parents qui avait décrété que je me vouais aux mathématiques, ce qui avait beaucoup fait rire tout le monde, et qui m'avait adressé, sans me demander mon avis, une élève. Et donc, j'ai commencé à donner des petits cours de maths, puis j'ai trouvé ça très amusant.
Et donc, comme je m'ennuyais beaucoup dans le travail que je faisais, je gardais un peu de temps pour donner des petits cours particuliers de maths. Et je trouvais ça génial, très, très amusant. Alors, je me suis dit, ce que je veux, c'est enseigner. Bon, mais des petits cours de maths, ce n'est pas un vrai métier. Donc, je vais enseigner. Je me suis embêtée à faire une école de commerce. Allez, je vais enseigner le marketing. Donc, j'ai fait un DEA au CELSA. Qui s'est très bien passé, sauf que à la fin, je me suis dit, mais le marketing, j'ai commencé à l'enseigner un peu dans une école, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, quoi faire? Alors, j'ai essayé de farfouiller. Je me suis dit, bon, voilà, ce que j'aime, c'est mes petits cours de maths. Comment faire ça officiellement? Parce que tout le monde me disait, mais tu as un vrai métier, qu'est-ce que tu fabriques avec ces petits cours? C'est un boulot d'étudiant. Voilà, donc je suis allée voir du côté des sciences de l'éducation, j'ai rencontré plein de gens, j'ai commencé vaguement un doctorat, ce qui m'a permis d'enseigner un peu à la fac. Et puis, rencontrant des tas de gens, j'ai fini par rencontrer des psychologues qui s'occupaient un peu de maths. Et je me suis dit, voilà, c'est une porte d'entrée vers ce que je veux faire. Donc, j'ai fait psycho. Donc là, je suis psychologue. Voilà. Et c'est à ce titre que j'ai pu entrer dans des institutions où on travaille aussi sur les blocages scolaires. Voilà, donc... alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce travail-là? Pourquoi j'ai compris que ces cours particuliers, c'était mon truc vraiment? C'est grâce à un élève qui a donné le titre à cette conférence. C'est un élève de seconde qui est arrivé dans mon cabinet. Enfin, c'est un bien grand mot pour nommer le modeste coin avec une table que je m'étais aménagée à l'époque. Et cet élève me dit, voilà, moi, les maths, je ne comprends rien parce que je ne comprends pas la valeur absolue. Ah bon? Ah ouais. Alors, la valeur absolue, je ne sais même pas si vous le faites encore en seconde. Non, voilà. Et à l'époque, c'était vraiment... ça représentait une demi-heure sur l'année. Mais pour lui, c'était essentiel. Il ne comprenait pas la valeur absolue. Et tant qu'il ne comprendrait pas la valeur absolue, il ne pourrait pas comprendre les maths. Bon, c'est ce qu'il me dit la première fois. Et puis, effectivement, il n'y avait pas moyen de parler d'autre chose. Chaque fois qu'on essayait de travailler un autre sujet, ça revenait sur la valeur absolue. Et quand j'essayais de lui expliquer la valeur absolue, il comprenait, ça se voyait, c'était compréhensible pour lui. 5 minutes après, c'était fini, il ne comprenait plus rien. Ça, je trouvais ça très troublant et très énervant parce que on se sent impuissant. Hein, et ça a duré 1 an comme ça. Donc, on a fait des maths et puis... il me parlait de certains trucs, voilà, parce qu'on bavardait un petit peu. Donc, il y avait une chanson à l'époque qui disait « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Voilà. Donc ça, il m'en parlait beaucoup. Ça l'intéressait. Il parlait beaucoup de manger des gros steaks, de manger... Là. Et puis, toujours cette histoire de valeur absolue. Alors, un coup, j'expliquais par la distance. J'ai essayé tout avec la valeur absolue, je vous assure. Hein. C'était clair, mes explications. Un coup, le signe du nombre, un coup, les distances, un coup, et puis... Oui, c'était clair, et 5 minutes après, c'est vraiment comme si il ne s'était rien passé. Alors, j'ai fini par faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais ce n'est pas inintéressant que j'ai mis 1 an à le comprendre. Je lui dis, mais au fond, pour vous, c'est quoi la valeur absolue? Alors, il me dit, la valeur absolue, alors, il me fait un dessin, c'est pour ça que je voulais un tableau, pour faire ce beau dessin. Donc, la valeur absolue. Alors, peut-être qu'il faut que je vous dise ce que c'est que la valeur absolue, quand même, en 2 mots, si vous ne savez pas ce que c'est. Alors, pour ceux qui ont envie qu'on rafraîchisse un peu les idées, je suis désolée, je vous fais 5 minutes de maths, mais après, vous pouvez oublier, parce que vous n'en avez pas besoin. Donc, en fait, la valeur absolue, ça s'écrit comme ça. Et la valeur absolue d'un nombre, par exemple, la valeur absolue de -3, c'est tout simplement, c'est 3, voilà. Hein, c'est la distance à 0. Bravo. Hop, -3 est là. Et entre -3 et 0, il y a une distance de 3. Ensuite, la valeur absolue de 3, c'est quoi? Alors, il y a -3 et il y a 3. Ouais, on est d'accord. La distance de 3 à 0, c'est 3 aussi. Alors, on complique? Vous accrochez? La valeur absolue de -x. La valeur absolue de -x, ça fait? Ça fait pas x, parce que si on prend un... Oui? Si on prend un exemple, justement... Comment? Si on prend un exemple... Voilà, d'accord.
l'exemple, Bravo. X est égal à moins 3. Voilà. La valeur absolue de 3, c'est pas moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est pas moins 3, vous voulez dire? Non, parce que c'est moins X qu'on a au tableau, là. Ouais. Donc la valeur D'accord. absolue La de valeur moins absolue. 3, c'est pas moins 3. Alors attendez. Ah, regardez. Si j'ai bien compris ce que vous dites, en fait, la valeur absolue de moins x, je crois que c'est ce que vous voulez dire, x peut être n'importe quel nombre. Oui, c'est ça. Hein? Donc, à la place de ce nombre, là, x, j'ai mis un cache. J'ai caché le nombre x. Et donc, à la place de ce nombre, on peut mettre effectivement moins 3. Et ça fait 3. Et du coup, pas moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Et vous voyez que notre x, il est ici. Donc, ce n'est pas x que je retrouve, en fait. C'est moins x. Si x est négatif, la valeur absolue de moins x, c'est moins x. Vous voyez un peu les subtilités du truc. Voilà. Bravo. Donc finalement, ce n'est pas si simple que ça quand même. Alors, donc le jour, ce fameux jour initial, où j'ai enfin demandé à mon élève, mais au fond, pour vous, c'est quoi la valeur absolue? Il me dit, il dessine les deux barres de la valeur absolue. Il dessine les deux barres de la valeur absolue. Ensuite, il écrit un nombre négatif. Alors, j'ai oublié lequel c'était, mettons moins 5. Et il dessine, ça aussi, c'est pas de votre époque, mais vous devez connaître, les petits Pac-Man qu'on avait, nous. Si, ça existe encore? Ben, dans son dessin à lui, il y avait des dents. Voilà, des petits Pac-Man qui vont manger le moins du nombre. Alors, c'est assez intéressant parce que vous voyez bien, on a vu tout à l'heure que si x est négatif, on a vu que valeur absolue de moins x, c'est moins x. Vous voyez, donc la valeur absolue ne mange pas spécialement le moins du nombre, en fait. Mais lui, c'était comme ça qu'il se le représentait. Et avec cette représentation, il s'est mis, ça y était, il pouvait aborder la valeur absolue, c'était fait. Il avait passé le cap. C'est ce discours-là qui lui a permis... Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il était question que de manger. Hein, mangez-moi, mangez-moi. Ça a été très présent. Et encore longtemps après, j'ai fini par comprendre... Alors, ça a été très important pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de là, toutes les maths se sont débloquées pour lui. C'est une espèce de méchant loup qui se trouvait dans les maths et qui faisait qu'il n'osait plus passer par là. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Ensuite, je ne sais pas, vous raconterez l'histoire à votre façon, mais c'était très important. Et j'ai fini par entendre, je ne sais pas si vous entendez, mais dans la valeur absolue, si vous l'écrivez L', c'est la valeur absolue. Voilà. Et je pense, je peux me planter, mais c'est comme ça que je me raconte l'histoire. Je pense que c'est ça qui l'angoissait, enfin, dans les mathématiques, pas seulement dans cette histoire de valeur absolue. Hein, je pense que ce qu'il vivait, c'est qu'il craignait de se faire avaler tout cru par les maths, d'une certaine façon. Voilà, et c'est cet élève-là qui m'a donné l'impression qu'il y avait vraiment un champ de recherche immense dans ce truc du blocage en mathématiques. Je trouvais ça palpitant. 1 an d'explications logiques se sont avérées complètement inutiles. Et puis, un instant de vraie parole de l'élève lui-même, qui finalement, c'est pas qu'il n'avait pas compris cette notion, c'est que cette notion était pleine d'un sens bien au-delà de ce que moi j'y mettais, qui faisait que non seulement cette notion lui était barrée, mais l'ensemble des mathématiques. Je me suis dit, mais c'est passionnant ce truc. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'en faire mon métier et que, farfouillant comme j'ai pu, allant d'une étude d'étude à l'autre, j'ai fini par me construire ce métier. Voilà. Alors, c'est important de vous dire quand même que ce métier-là, c'est pas à la fac que je l'ai appris, c'est en le pratiquant et puis en parlant avec
en menant un travail personnel, en réfléchissant aussi sur mes questions à moi, parce que plus on est au clair avec soi, et plus on est ouvert aux questions de l'autre. Hein, c'est toujours le même principe. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que ça peut être les maths? Alors, l'impression que j'ai, mais c'est vous qui me direz, c'est que vous vous sentez très loin des maths, que les maths et vous, c'est pas le même univers. Je pense que certains d'entre vous, d'après les questionnaires, aiment beaucoup les maths et s'y sentent chez eux. Et puis, beaucoup d'entre vous s'y sentent pas très à l'aise. Ou parlent de... Enfin, certains disent, j'aime les maths quand je suis bien installée dans un calcul, ça je sais faire. Quand je connais les méthodes, j'apprends les méthodes en regardant les exercices résolus, etc. Hein, mais ça, c'est un peu... c'est un début d'approche, on va dire, mais c'est un petit peu en surface. C'est une façon d'apprivoiser le monstre. Alors moi, je crois que c'est important que vous réalisiez que les mathématiques font partie de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez et tout ce que vous allez apprendre jusqu'en terminale scientifique pour certains d'entre vous et même après, c'est des notions que vous avez déjà abordées, que vous avez déjà installées en vous et qui sont juste nommées d'une façon particulière en mathématiques. Hein. Il ne faut jamais oublier que les mathématiques, alors la grande question, c'est est-ce qu'elles ont été découvertes ou créées? Est-ce qu'il y avait des mathématiques préexistantes qu'on n'a fait que découvrir comme on découvre un site archéologique, ou est-ce qu'on les a construites de toutes pièces pour appréhender le monde? Alors, je ne sais pas si la réponse à cette question est très importante, mais l'idée, c'est quand même que les mathématiques nous donnent une prise sur le monde et ont été construites à partir du monde, en fait, à partir du monde qui nous entoure et à partir de notre corps, pour commencer. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je dis, je suis sûre que certains d'entre vous vont le savoir, pourquoi les maths ont été créées à partir de notre corps? Parce que les premières mesures, c'était avec des parties du corps, comme par exemple le pied ou la main. Voilà, il y a le pied, la main. Il y a autre chose aussi. Par exemple, dans le système dans lequel vous comptez. Ouais. Oui, c'est ça. On compte en base 10. Alors, on compte en base 10. On aurait pu compter en base 5 ou en base 8. On a 10 chiffres de 0 à 9. On aurait pu se contenter de 5 ou en mettre 20. C'était pas très gênant. Ou 14. Alors, presque partout dans le monde, c'est la base 10 qui a eu du succès. Et effectivement, c'est parce qu'on a un outil, une machine à calculer directement au bout de nos bras, hein, avec nos 10 doigts. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on sait ça, on sait qu'il faut laisser compter les enfants sur leurs doigts aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Hein, la base 10 n'est que est issue de ces 10 doigts. Alors, il y a les Mésopotamiens comptaient en base 12 et en base 60. Et ça se fait aussi avec la main. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'entre vous qui peut m'expliquer comment on compte en base 12 avec la main? D'où ça sort le 12 et le 60? Ouais? Ouais, bravo. Nous avons une gagnante. Alors, on ne sait pas, hein, mais l'hypothèse, c'est effectivement qu'on utilise le pouce comme instrument pour compter, et on compte les phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, base 12 et base 60. Ouais. Comment on fait 60? Alors, effectivement, c'est-à-dire que en fait, vous allez au-delà des mains. Ouais. Ouais, mais vous avez déjà utilisé vos doigts, là. Ils sont usés, là. Il y a plus simple. Mais si vous allez voir, il y a un livre dans la collection bouquins. C'est un gros pavé, mais il ne faut pas le lire en entier, il faut le feuilleter. Avec des dessins, j'aurais dû vous l'apporter, des planches. Je fais un aparté, mais c'est pour tout le monde quand même. Avec des planches qui montrent comment chaque civilisation compte.
Donc nous, on compte juste sur nos doigts. Il y a des civilisations qui comptent avec leurs phalanges, d'autres avec toutes leurs articulations, avec le visage. Donc c'est pas du tout inintéressant de rajouter les coudes. Alors, ce que pensent les chercheurs pour le coup de la base 60, ce que pensent les chercheurs, c'est que, en tout cas d'après ce que j'ai lu, c'est que avec cette main, je peux faire 12. Avec l'autre main, il me reste 5 doigts. Donc je fais 12 une fois, 12 deux fois, 4, 5. 5 fois 12, ça fait 60. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres façons de... Enfin, merci. Voilà, comme ça, vous pourrez amuser vos amis avec des questions mathématiques. Alors, bon, j'ai donné l'exemple des mains pour compter, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous avez sans doute fait des tours de manège. Voilà. Quand vous faites une symétrie centrale ou des rotations, les rotations c'est pour un peu plus tard, j'imagine, c'est uniquement les points qui font des tours de manège. Hein. C'est exactement pareil. Les équations, c'est des histoires de balance. Les inéquations, pareil. Les dérivés, vous n'avez pas encore vu les dérivés, mais vous avez vu... ces histoires de courbes représentatives qui montent ou qui descendent. Hein, tout ça, c'est des expériences que vous avez eues en descendant une pente avec votre luge ou je ne sais pas. C'est tout ce que vous faites en mathématiques n'est qu'une traduction de ce que vous vivez dans votre corps et dans les histoires d'angles. Vous savez... les angles alternes-internes, alternes-externes et tout ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça devait être l'année dernière. En général, on vous fait ce dessin qui ne vous parle pas forcément. Et on ne sait jamais de quelle droite on parle. Alors, si vous vous dites que c'est un cours d'eau, avec un arbre tombé en travers, tout de suite, ça devient plus éloquent. Et qu'est-ce que c'est qu'un angle interne? C'est un angle qui est dans l'eau, à l'intérieur de l'eau. Tout de suite, on voit mieux. À l'extérieur, vous avez l'herbe, c'est logique. Et là, à l'intérieur. Vous voyez? En fait, il y a énormément, vous pouvez gagner énormément d'énergie, pour le dire de façon très pragmatique, avec les maths, en prenant le temps de vous demander en quoi vous savez déjà tout ce que vous apprenez. Alors j'ai vu beaucoup dans les questionnaires que vous avez remplis, certains d'entre vous ont un peu de mal avec les vecteurs. J'ai vu beaucoup d'histoires de vecteurs. Alors je ne sais pas quel problème vous rencontrez avec les vecteurs, parce que Chal, c'est Chal qui vous embête? Chal 2? Il y en a un nouveau? On va prendre l'exemple d'addition de vecteurs, et puis si vous avez des questions plus précises à poser, vous pourrez, mais quand vous avez deux vecteurs, voilà un vecteur U, voilà un vecteur V. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Vous sauriez dire, vous? Ouais, translation. Mais concrètement, en vrai, comment vous utilisez les vecteurs? Hein? Comment? Ouais, mais dans votre vie, vous faites souvent des translations. Quand vous allez acheter le pain, vous translatez, ouais? Comment? Exactement. Vous avez trouvé ça seul? Eh ben, c'est ça. Ouais, c'est vachement bien. Bon, je suis impressionnée de la qualité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement cet exemple que je donne. Donc, quand vous avez un point A et un point B, au lieu de vous dire que c'est le point A et le point B, on va dire que là, c'est chez vous, et le B, c'est pour boulangerie, bien sûr. Et donc, quand vous voulez aller acheter un croissant, si vous aimez les croissants, vous avez à faire ce trajet. Ce trajet, lui-même, on l'appelle le vecteur AB. Alors, imaginez, on veut vous jouer un bon tour. On vous bande les yeux et on vous installe en C. En C, qui se trouve être l'école, justement. C'est marrant. Et
On vous dit, ben voilà, tu es chez toi, maintenant tu vas à la boulangerie. Et ben vous savez, quand vous êtes chez vous, que pour aller à la boulangerie, vous devez faire 1, 2, 3 pas sur la droite, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas vers le haut. Donc comme vous croyez que vous êtes chez vous naïvement, et ben vous faites 3 pas sur la droite, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points vers le haut. Et vous vous retrouvez là, qui n'est pas du tout la boulangerie, c'est pas de chance. Mais ce que vous avez fait, alors il est très très mauvais mon dessin, hop, on s'en fiche, c'est le vecteur AB. C'est-à-dire que vous avez fait le même trajet. Et du coup, il n'y a plus rien à apprendre. Vous le savez déjà. Et quand vous apprenez vos définitions, ce n'est pas un problème parce que ça tombe sous le sens, vous voyez, mais il faut le temps de se raconter ces histoires-là, je crois. Voilà. Et quand vous additionnez des vecteurs, finalement, puisque c'est des trajets, vous avez un vecteur U, un vecteur V, que vous voulez additionner. Vous partez d'ici, du point N. Bon, allez, on va dire qu'on fait le vecteur U. Donc c'est un petit bonhomme, voilà, il est là, et il doit faire le vecteur U. Donc il va faire ça. Et maintenant qu'il est arrivé là, on lui a donné un programme, on lui a dit tu dois faire U plus V. Donc ok, il est arrivé là, bon, il va faire V. Et il arrive là, et il est super content. Il a fait U plus V. Et finalement, son déplacement, c'est ça. Donc voilà U plus V. Vous voyez que vous n'aviez pas besoin d'arriver en seconde pour savoir ça. En seconde, tout ce qu'on fait, c'est vous nommer ce truc que vous saviez depuis très longtemps. Voilà, à mon avis, c'est plus intéressant d'aborder les maths de cette manière-là et plus vivant qu'en apprenant par cœur des formules et des résolutions. Donc ça, c'est un aspect des mathématiques qui les rendent déjà un petit peu plus vivantes, à mon avis. C'est pas qu'elles les rendent, de mon point de vue, c'est l'essence des maths, c'est les hommes qui les ont inventées. Donc, ce qui me semble essentiel, c'est de retrouver l'humain dans l'activité mathématique. Et puis, il y a un autre aspect des maths. Par exemple, je me souviens d'un petit garçon dans un centre médico-psychopédagogique qu'on m'avait confié parce qu'il n'arrivait pas à compter. Bon. Ce petit garçon, il était assez particulier. Et si on me l'avait confié, moi j'étais stagiaire, on me l'avait confié parce que l'équipe commençait à être un peu démotivée. Et pourquoi? C'est parce que chaque fois qu'il avait un rendez-vous, pas chaque fois, mais 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, il n'était pas là. Et donc ce petit garçon, c'était l'absent. C'est l'absent du CMPP. On le connaissait, depuis la secrétaire jusqu'au psychiatre, en passant par tous les psychologues, parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans le couloir en demandant s'il était arrivé. Est-ce que Paul est arrivé? Est-ce que Paul est là? Ah bah Paul n'est pas là aujourd'hui, donc voilà, c'était l'absent. Donc il y a la stagiaire, on n'a qu'à lui confier. Donc la stagiaire, on lui dit, il faut qu'il apprenne à compter, il ne sait pas compter. Alors il arrive et puis il me dit, non mais moi je sais compter de 2 en 2. Ah ouais, bah alors vas-y. Alors il commence à compter. 2, 4, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend très fort là-dedans? On entend le 6 en creux, quoi. Il n'y a pas de 6. Alors je dis, ah bon, mais c'est étonnant quand même, le 6, tu n'as pas l'air de l'aimer beaucoup. Il me dit, mais bien sûr que si, le 6, c'est l'étage où j'habite. Et en fait, c'était intéressant, parce que dans ce conte, on n'entendait que 6 à force de ne pas l'entendre. Et cet enfant-là, finalement, il s'était créé une existence, une présence au CMPP, parce que tout le monde le connaissait, pour ses absences. Et quand on a réalisé ça en synthèse, ça a remotivé complètement l'équipe. On s'est aperçu que c'était sa façon d'investir ce lieu et d'entrer en relation avec nous. Il se montrait par ses absences, ce qui racontait quelque chose de lui, de son histoire. Vous voyez? Et c'est ce que je trouve très, très intéressant dans les maths, c'est comme c'est abstrait,
Hein, c'est encore une fois ma Bible d'aujourd'hui écrit, j'aime beaucoup, voilà, une racine de 3, on ne peut ni la prendre, ni la toucher, ni la voir. C'est abstrait et c'est plat, c'est vrai. Hein, c'est comme un ballon dégonflé. Et un ballon, ça n'a d'intérêt que si on le gonfle. Mais moi, je crois que les maths, sans même s'en apercevoir, on les remplit de ce qu'on est, puisqu'elles sont vides. Elles sont vides de contenu humain évident. Hein, quand vous lisez un roman, quand vous faites un cours d'histoire ou de géographie, on vous parle des Alpes. Elles existent, les Alpes, vous avez vu des cartes postales ou vous êtes allé vous y balader. Hein, mais Racine de 3, effectivement, vous n'avez pas rencontré Racine de 3. Hein, mais Racine de 3, bah, par exemple, ce terme de racine, il n'est pas inintéressant. Hein, c'est certains enfants qui ont été abandonnés, adoptés, m'ont déjà dit, mais mon problème, c'est pas cette histoire d'abandon, d'adoption, ça y est, ça j'en ai fait mon affaire. Mais alors en maths, ce qui est incompréhensible, c'est les racines. Voilà. Et on voit bien que le mot racine, il n'est pas indifférent. Et c'est tellement pas grand-chose une racine en maths qu'on y met ce que la racine est pour nous. Puis vous verrez plus tard, il y a les familles libres, les familles liées, les familles génératrices. Il y a plein de mots. À votre niveau, vous travaillez dans des repères. Nous aussi, on a besoin de repères. Les repères ont une origine. Si vous écoutez un peu les mots mathématiques, vous verrez qu'ils nous racontent toute une histoire. Ils ont leur chanson. Et une histoire qui est prête à se prêter à notre histoire. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais peut-être vous voyez ce que je veux dire. Ouais. La division et la soustraction. Oui. Je pense à un enfant là il était censé pas savoir additionner les nombres relatifs. Donc je regarde ses copies et effectivement, il y avait énormément d'erreurs. Et puis je regarde de plus près et en fait, les erreurs, c'était que tous les résultats qui devaient donner, enfin tous les calculs qui devaient aboutir à un résultat négatif, aboutissaient à un résultat positif parce qu'à la deuxième ligne, il faisait une erreur d'inattention ou de recopiage. Il recopiait mal la ligne du dessus, il recopiait mal l'énoncé, et tous les résultats étaient positifs. Et c'était un élève de 5e, je crois, et je lui ai demandé, mais c'est quoi un nombre négatif pour vous ? Il m'a dit, il était au bord des larmes. Ah oui, mais c'est comme perdre aux billes, et moi, j'aime pas perdre aux billes. Et ce que je fais quand je joue aux billes, quand je sens que je vais perdre, je change les règles du jeu. Et il faisait exactement la même chose en maths. Ce qui veut dire qu'en fait, il était très fort, parce qu'il savait prévoir 10 lignes à l'avance si son résultat allait être négatif, et il savait, inconsciemment, commettre l'erreur qui allait lui permettre d'obtenir un résultat positif. Peut-être faux, mais beaucoup moins violent pour lui. Voilà. Et alors les nombres négatifs, c'est amusant parce que très très souvent les élèves oublient les nombres négatifs. Donc un autre élève qui oublie les nombres les signes moins, je lui ai demandé, mais c'est quoi pour vous les nombres négatifs ? Donc j'attendais, négatif, c'est perdre, c'est en moins. Et lui m'a dit, les négatifs, c'est les gens qui sont en moins, les nombres négatifs, les gens qui sont morts. Alors ça m'a impressionné. Je lui ai dit, ah bon ? Il m'a dit, non, mais ça peut tout à fait être autre chose. Ça peut être, par exemple, les altitudes en dessous de la surface de la Terre. Vous savez, là où on enterre les gens. Voilà, c'est... Eh oui. Une autre remarque d'élève qui m'a beaucoup intéressée. Donc cet élève trace un repère et me dit, bon, les repères c'est facile. Là, on a l'axe des ordonnées. Je dis, ah bon ? Donc, vous savez que ce n'est pas le cas. Hein. Voilà. Mais moi, je dis rien. Je m'abstiens de dire, mais pas du tout. J'étais intéressée. Ah oui ? C'est l'axe des ordonnées, d'accord. Et il me dit, mais oui. Et l'autre ? Et il fait ce geste. Celui-là, c'est l'axe des abysses. Des abysses. C'est pas inintéressant. Et c'est vrai que pour lui, les mathématiques, c'était abyssal. Et c'est vrai qu'on voit bien cette histoire d'abysse.
Je connais quelqu'un qui ne peut pas tracer une courbe qui tend vers moins l'infini. Il n'arrive pas à tracer ça. Pour lui, c'est un geste trop difficile. Donc, il retourne sa feuille. Et il y arrive dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas dit qu'on comprenne tout ce qui se passe. Hein. Dans mon métier, souvent, je ne sais pas du tout ce qui arrive aux élèves. Et les choses se dénouent très souvent sans que je sache vraiment ce qui s'est passé. Mais ce que je crois profondément, c'est que vous êtes tous intelligents. Et quand vous êtes bloqués en maths, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus fort que votre possibilité de réfléchir qui fait obstacle. Et ce que je crois, c'est que travailler sur les blocages en maths, c'est une façon de faire connaissance avec soi, de se demander qui on est, qu'est-ce qui nous arrive quand on fait des maths, qu'est-ce qui nous arrive quand on aborde telle notion, comment ça se passe quand notre intelligence refuse d'avancer, et puis qu'est-ce qui peut décoincer les choses. Et ça, c'est intéressant bien au-delà des maths. C'est intéressant de se demander un petit peu qui on est et de chercher à travers ce blocage à faire plus connaissance avec soi-même, plus ample connaissance avec soi-même. Voilà, et c'est une autre façon, à mon avis, dont on peut, je dirais pas se servir des maths, mais trouver dans les maths quelque chose pour soi. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous raconter. J'espère ne pas vous avoir ennuyé et que peut-être vous aborderez les maths un tout petit peu différemment après. Et maintenant, c'est vous qui avez la parole. Donc, si vous voulez poser une question, vous levez la main et je vous passe le micro. Moi, j'ai lu vos livres et il y a une chose qui m'a frappé, c'était une difficulté dont on parle parfois lorsqu'on rencontre les élèves, la difficulté de se mettre au travail. Vous parlez d'une porte qui est fermée et j'aurais voulu que cette question soit abordée parce que ça ne concerne évidemment pas que les mathématiques, mais ça a l'air d'être particulièrement douloureux, la mise au travail en mathématiques. Oui, je ne sais pas si c'est une expérience que vous connaissez. Vous avez des maths à faire et puis bizarrement, il n'y a pas moyen de s'y mettre. Vous vous asseyez à votre bureau et puis vous jouez pendant 1 heure avec la gomme. Hein. Daniel Pénac, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un écrivain, a écrit un petit peu sur son enfance et ses blocages. Il est devenu écrivain, mais il parle de ses difficultés à entrer dans un devoir de maths qu'il a à faire. Et il se dit qu'il devrait écrire au prof « Monsieur, j'ai passé 2 heures à ne pas faire votre devoir ». C'est-à-dire ces 2 heures, il les a prises et ça lui a servi à ne pas faire le devoir de maths. C'est parfois un ennui terrible, une appréhension, on n'a pas envie. Et je me rappelle une élève qui venait me voir et qui me disait « Mais je ne sais pas pourquoi vous acceptez de m'aider puisque je ne travaille même pas les maths. » Et ce que je lui ai répondu, c'est que si elle ne les travaillait pas, c'était bien parce que là était son blocage. Hein, le blocage, ce n'était pas de ne pas comprendre, c'était cette répulsion que lui inspiraient les mathématiques. Hein, quand on n'arrive pas à se mettre au travail, c'est une forme de blocage. Et je crois que c'est à prendre en tant que tel. Il ne faut pas vous dire que vous êtes paresseux, que vous êtes... Beaucoup d'élèves se dévalorisent parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au travail et qu'ils pensent que c'est un signe de mauvaise volonté. Hein, mais je crois il faut que vous soyez très respectueux de vous-même et de votre non-envie de vous mettre au travail. Et ça se travaille, cette non-envie. Oui, par exemple, j'avais un élève qui s'endormait en classe, mais pas s'endormait comme ça, mais s'endormait vraiment, il s'assoupissait. Comment ? Il dormait en vrai, voilà, comme dans son lit. Et en fait, on a travaillé ça. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il s'endormait ? Alors, je lui ai demandé déjà d'être attentif pour voir à quel moment précisément il s'endormait. Et il s'est aperçu que ce qui l'endormait particulièrement, c'était un truc que vous verrez qui s'appelle les démonstrations par récurrence. Et le truc dans les démonstrations par récurrence qui l'endormait encore plus, c'était l'hérédité.
Et comme vous en doutez, on a beaucoup parlé d'hérédité, de transmission, voilà, et il a cessé de dormir en classe. Mais vous voyez, ces endormissements, c'était très intéressant. Il racontait quelque chose par cet apparent manque d'envie. Tout est intéressant dans ce qui vous arrive en maths. C'est pas quand je m'y mettrai et que j'aurai suffisamment travaillé, alors on pourra en parler. Non, c'est dès que vous entrez dans un cours de maths, dès que vous tenez un cahier de maths dans la main, ce qui vous arrive, ça commence à être intéressant. Ce qui vous arrive en dehors aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par respecter la non-envie de se mettre au travail? Je sais pas, je pense à des élèves qui me disent « je suis nulle, je ne me mets même pas au travail, je suis paresseux, je ne suis pas digne d'intérêt, parce que franchement, je ne travaille même pas ». Et ne pas travailler, ne pas se mettre aux maths, c'est en soi un blocage. Derrière cette impression de fatigue, il y a souvent une appréhension, il y a une peur de ne pas réussir, il y a une notion qui produit un effet particulièrement désagréable. Vous voyez, c'est pas quand on se mettra au travail, on pourra s'intéresser à ce qui se passe. Ne pas se mettre au travail, la façon dont on ne se met pas au travail, la façon dont on n'a pas envie ou envie à d'autres moments, c'est déjà matière à réfléchir. Vous voyez ? Les élèves que je reçois, très souvent, ils viennent parce qu'ils n'ont pas envie de faire de maths. Et le contrat qu'on passe ensemble, c'est vous apportez vos affaires de maths, et si vous ne voulez pas les sortir, vous ne les sortez pas. Le but du jeu étant d'avancer en maths, en faisant ou pas des maths, suivant où en est l'élève. Hein, et on peut parler de maths, faire des jeux logiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour déblayer le terrain et approcher autrement ces maths qui sont si insupportables. C'est pas, en fait, voilà, l'idée, c'est que c'est pas de la paresse quand un élève se met pas aux maths. C'est ça signe quelque chose, une répulsion, un manque d'envie qui est lié à quelque chose de précis. Vous voyez, comme quand vous n'avez pas envie de manger un aliment. Vous voyez ? Et c'est toujours intéressant de se demander ce qu'il a, cet aliment, pourquoi j'ai l'impression qu'il sent mauvais, qu'est-ce que son apparence me rappelle. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être en train de faire des maths pour progresser en maths. Progresser, ça peut être déjà s'intéresser à ce qu'on vit quand on n'en fait pas et qu'on n'a pas envie d'en faire. Je ne sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Mais vous parlez de blocage, mais comment on pourrait passer à travers ce blocage? Comment on pourrait ne plus être bloqué? Vous parlez de passer à travers. Enfin, passer à travers, j'aurais pu utiliser un autre mot. Comment on fait pour se débloquer, pour dépasser le blocage? Oui. Parce qu'on dit qu'on est paresseux, mais à partir du moment où on n'a jamais commencé vraiment à travailler, je ne vois pas comment on peut... j'aimerais bien savoir comment on peut se passer ce blocage. En fait, c'est très différent chaque fois. Mais le blocage en lui-même, déjà, il faut commencer par en faire un objet d'intérêt. C'est-à-dire que on est bloqué, on rencontre quelque chose de soi qui ne veut pas. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça, vous voyez ? L'idée, c'est de trouver dans ce blocage, de ne pas se dire c'est un événement malencontreux qu'il faut vite balayer sous le tapis. C'est un moment de la vie. Voilà, je rencontre des maths et c'est un peu comme un film d'horreur ou comme un film ennuyeux ou je ne sais pas. Ça produit chez moi quelque chose, les maths. Ça produit un ennui, ça produit une répulsion, un refus, une fatigue. Très souvent de la fatigue. Oui. Et ben, de quoi elle est faite cette fatigue ? À quel moment je suis fatiguée ? Par exemple, récemment, je me suis aperçue avec une élève que sa fatigue se manifestait quand je parlais. Je vous le dis en toute humilité. Quand on lui explique quelque chose, elle n'est plus là. Ça l'ennuie. Moi ou quelqu'un d'autre, je pense. Par contre, quand elle cherche elle-même, là, elle se réveille. Et en fait, j'ai l'impression que pour elle, sa fatigue, c'est lié à un sentiment, par moment, d'être complètement passive face aux maths, d'avoir aucune possibilité d'action. Et donc, pour cette personne,
le travail passe déjà par je parle le moins possible en fait. Du coup. Ce qui l'oblige à poser des questions extrêmement précises et avec elle, encore plus qu'avec d'autres élèves, moins j'interviens et mieux c'est. Et petit à petit, elle est en train de trouver des petits bouts de maths qui lui donnent envie, qui la mettent en appétit. Voyez ? Mais c'est intéressant parce que toute sa question, c'est aussi qu'elle ne supporte pas de rester passivement sans rien faire. Elle décroche quand elle se sent passive. Et derrière ça, qu'est-ce qu'elle vit quand elle se sent passive? Pourquoi c'est insupportable pour elle? Pourquoi elle s'absente dans ces moments-là? Vous voyez, cette personne, elle est en train d'apprendre plus de choses sur son rapport à l'existence qu'elle n'en aurait appris si elle ne s'était pas intéressée à ce blocage en maths. Vous voyez? Et là, bien sûr que les progrès en maths très souvent arrivent et puis les bonnes notes, mais c'est vraiment l'idée que c'est un moment auquel on va s'intéresser. C'est pas comme une jambe cassée qu'on va vite rééduquer. C'est l'idée de voilà, ça s'est cassé ici. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de ma position habituelle? Et puis si j'ai cette position, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mal au dos, etc. Vous voyez? Je crois que c'est en restant vivant dans ce blocage et en s'y intéressant, c'est un vrai truc intéressant le blocage, que non seulement on arrive à le dépasser, mais on le dépasse en étant plus riche. D'accord. Je ne sais pas si ça vous parle ma réponse, c'est peut-être pas très clair. Si, c'est clair. Ça va mais il n'y aurait pas quelques techniques générales qui marcheraient pour tout? Des techniques magiques, des techniques magiques, mais bien sûr, mais je vais pas vous les dire. Non, il n'y a pas de technique magique. Mais je crois que le point de départ, c'est que... mon éthique, c'est qu'il ne faut pas que l'élève s'ennuie. C'est-à-dire que ce que je demande à mes élèves, c'est de dire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça peut être, j'ai pas eu le courage d'apprendre ce cours, est-ce qu'on peut le regarder? J'ai un devoir à faire, je sais pas, je veux réviser mon contrôle, je veux faire un exercice. Ou alors, je veux progresser en maths, mais je veux pas faire de maths. Ou voilà. Ça peut être n'importe quoi. Et mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il se passe quelque chose de vivant dans cette demande et qui fasse avancer la question des maths. Je peux par exemple proposer un jeu logique où l'élève va rencontrer cette même sensation de blocage que dans un contrôle, mais à travers un support plus avenant qui va permettre de le travailler de façon plus souple et d'en comprendre quelque chose. Ça peut être... Mais il y a pas... En fait, il y a autant de blocages que de personnes. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'exprime dans le blocage. Et c'est différent chaque fois. C'est très amusant d'ailleurs, parce qu'il m'arrive de traiter 3 fois le même exercice dans la même journée. Et il va se passer chaque fois des choses différentes. On va vivre... C'est une aventure chaque fois. D'accord, merci. C'est pas très précis et c'est pas très magique, mais... C'est bien. Merci. En fait, moi, je voulais vous demander si vous, quand vous étiez jeune... Je vous entends pas. Ah, je voulais vous demander si, quand vous étiez jeune, vous avez vous aussi eu des blocages et comment vous les aviez surmontés? Enfin, quel type de blocage? Ouais. Si j'ai eu des blocages quand j'étais jeune. Alors, pourquoi quand j'étais jeune, j'en ai encore? Non, évidemment. Mais... non, mais effectivement, non, mais c'est bien votre question parce que, alors, mon histoire en maths, elle est compliquée, mais en gros, j'ai eu en 6e un prof qui m'a montré que les maths pouvaient être ma tasse de thé. Et à partir de là, ça a été quelque chose de très passionnant. Mais je me souviens très bien, en 3e, la prof avait dit au début de l'année, bon, Thalès, alors moi je ne savais pas du tout ce que c'était que Thalès, mais apparemment tout le monde connaissait. Donc Thalès, les élèves s'en font toute une histoire. Donc nous, on va commencer par Thalès. Comme ça, vous verrez que c'est rien et l'année se passera très bien. Et moi qui n'avais pas du tout pensé à m'angoisser, tout à coup, cette histoire de Thalès, ça m'a semblé infernal. Et puis à l'époque, Thalès, on le voyait d'une façon un peu bizarre, avec des mesures algébriques. C'était introduit de façon assez curieuse. Et je me rappelle le contrôle sur Thalès, où j'ai eu la sensation d'être perdue. Alors, c'est pas si mal ce que j'ai fait en fait, mais je me rappelle cette sensation où j'avais l'impression que j'avais été éjectée hors du monde, que je comprenais plus rien, que rien n'avait de sens, que je savais même plus si j'étais là. Enfin, c'était vraiment quelque chose de terrible. Ça n'a pas duré très longtemps, ça s'est vite arrangé, mais cette sensation-là,
elle m'est très précieuse. Et en fait, je m'appuie beaucoup dessus pour arriver à entendre ce que les élèves me disent. Quand les élèves me disent oui, en contrôle de maths, j'avais l'impression que je voyais plus rien ou que j'entendais plus rien. Et ben ça me parle. C'est plus mon cas actuellement, mais ça peut être extrêmement intense, un blocage en maths, et extrêmement violent. Et je suis très contente de l'avoir vécu. Sinon, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à communiquer avec les élèves qui viennent me trouver. Et encore maintenant, quand je vois les élèves de 5e arriver avec leurs problèmes de géométrie, ils ont 2-3 théorèmes à leur disposition et des problèmes, mais pas possibles. Et très souvent, j'ai une demi-seconde où je me dis, mais comment on fait ce truc-là? C'est pas possible. Et puis après, sachant que généralement, je finis par y arriver, je me calme et je trouve le truc. Mais c'est toute petite sensation. J'ai des petits rappels de temps en temps qui me sont extrêmement utiles. Je voulais savoir si vous avez déjà eu des cas d'élèves qui avaient des blocages par rapport aux professeurs. Est-ce que vous avez entendu la question? Bon, allez-y, répétez-la parce que... Donc si vous avez déjà rencontré des cas d'élèves qui ont des blocages en maths à cause du professeur qu'ils ont. Alors là, vous avez formulé un peu différemment votre question, c'est est-ce qu'il y a des blocages à cause du professeur? Tout à l'heure, vous avez dit lié au professeur. Mais l'idée, effectivement... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des maths, quand vous faites du français, vous n'avez pas besoin de votre prof de français pour lire un roman ou quelque chose. Si. Bon. Quand vous faites, je ne sais pas moi, de l'anglais, eh ben, vous regardez des séries américaines. Vous voyez, vous faites de l'anglais, du français. La plupart des matières qui sont enseignées à l'école ou au lycée, c'est des matières que vous êtes amenés à pratiquer en dehors du lycée. Maintenant, est-ce que vous faites des maths quand votre prof de maths n'est pas là? Oui, les devoirs qu'il vous donne. Non? Comme ça, pour le plaisir? Qui fait des maths pour le plaisir, comme ça? Ah oui, quand même. Alors, la plupart des élèves font des maths avec leur prof ou pour leur prof ou à la demande de leur prof, mais rarement en dehors de cette demande-là. Ce qui signifie que le prof de maths, à mon avis, revêt une importance particulière. Enfin, il me semble, je peux me tromper, mais qu'il incarne les mathématiques. Donc la relation avec votre prof de maths est très très forte dans votre façon de faire des maths. Hein, c'est mon prof de maths de 6e qui m'a ouvert le chemin des maths. Je ne peux pas le dire autrement. Ensuite, un même prof, vous savez qu'un même prof peut inspirer certains élèves et d'autres pas. Hein, mais c'est clair qu'il va se passer quelque chose dans la relation entre vous et votre prof qui aura son importance. Je me rappelle une élève, il y a très longtemps, qui était venue me trouver avec sa mère. Elle était bloquée en maths. Elle avait 14-15 ans. Et elle était bloquée en maths, et donc j'essaye de lui faire parler de son prof de maths, de comment ça se passait en classe. Et elle me dit, c'est facile, mon prof de maths. Ma mère m'a dit, alors elle ne connaissait pas son père. Et sa mère m'a dit, c'est incroyable comme il te ressemble, il pourrait être ton père. Voilà. C'était pas indifférent. Hein, et je pense que ça l'avait tellement impressionnée que ça occupait beaucoup son esprit et ses pensées quand elle faisait des maths avec ce prof. Et du coup, elle était moins disponible pour apprendre la discipline même des mathématiques. Alors ça, c'est un cas un peu extrême. Mais bien sûr que votre relation avec votre prof de maths, à mon avis, est très importante quand vous faites des maths. C'est très difficile de s'en décrocher. D'ailleurs, il se passe un truc parfois très intéressant dans mon cabinet. Il arrive qu'un élève cherche un exercice et puis trouve pas le truc. Et à ce moment-là, le téléphone sonne ou l'élève d'après arrive et sonne à l'interphone. Et donc, je suis toujours présente physiquement, mais je m'occupe 2 minutes à autre chose. Soit je réponds au téléphone, soit je vais appuyer sur l'interphone. Et très souvent, dans ce moment-là, l'élève a trouvé quand je reviens. Oui. Et je crois que très souvent, le regard qu'on porte sur vous quand vous faites des maths est très difficile, très inhibant.
hein. Quand vous rédigez un contrôle de maths, il me semble que vous avez forcément en tête le prof qui va le lire, ce qu'il va en dire, ce qu'il va en penser, ce qu'il va penser de vous. Et c'est pas toujours très commode. Alors, quand vous rédigez un contrôle, très souvent, les élèves me disent, mais qu'est-ce qu'il veut le prof? Est-ce qu'il faut que j'en écrive plus, moins? Est-ce qu'il faut que je cite le théorème ou pas? Et ce qui aide souvent, c'est de se dire qu'on rédige le contrôle comme le corrigé qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire, si ce que vous écrivez, c'est ce que vous aimeriez qu'on vous donne pour comprendre le contrôle, alors c'est bien. Hein, mais c'est par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez, qu'il faut que vous fassiez votre contrôle, et pas en vous demandant ce que le prof va en penser. Hein. Retrouvez vos moyens en vous mettant bien en vous-même quand vous faites vos contrôles. Voilà, ça, je pense que ça peut être utile. Je me demandais comment on peut expliquer que dans les maths, plus que dans d'autres matières, il y a des gens qui ont énormément de facilité et qui n'ont pas besoin de beaucoup de travailler pour avoir des bonnes notes, alors que d'autres qui ont beaucoup de blocages et qui ont vraiment besoin de travailler beaucoup pour avoir des bonnes notes. Alors, ça c'est une question. Hein. Ça, je ne peux pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que parfois, un blocage, c'est ce qu'on fait comme travail pour dépasser son blocage, finalement, vous apporte plus que l'élève qui a des facilités et qui n'aura pas l'occasion de se demander qui il est, comment ça marche, et d'ailleurs qui ne va pas forcément mieux que les autres. Hein. On connaît des grands matheux qui trouvent leur équilibre dans les maths parce que peut-être ils n'ont pas pu vraiment le construire ailleurs. Ça existe aussi. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas envier d'abord. Et puis, vous avez l'impression qu'il y en a qui ont des facilités, mais ils ne vous disent peut-être pas combien d'heures ils ont passé à travailler chez eux. C'est pas toujours, on ne révèle pas toujours ces secrets-là. Hein, mais je crois que, quelle que soit votre situation, bloquée ou pas bloquée, il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Et un blocage, c'est vraiment pas à mépriser. Quelqu'un qui est bloqué, c'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence ou de courage. C'est quelqu'un qui rencontre quelque chose, qui rencontre un obstacle. Et apprendre à sauter un obstacle, eh ben on l'a appris pour la vie. Après, on sait sauter. Et c'est très précieux. Je pense à un élève là actuellement qui a envie de devenir neurologue. Et lui, quand il fait ses contrôles de maths, il arrête de respirer. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Ça aide pas. Alors qu'il sait très bien que le cerveau a besoin d'oxygène. C'est même la première chose qu'il m'a expliqué. Voilà. Et donc, ce qu'on disait hier soir, c'est que, parce qu'il était très déçu d'être bloqué en maths, alors qu'il a plein de copains qui ne le sont pas. Et ce que je lui ai dit, et il en est convenu, c'est que, au fond, il est bloqué en maths, mais parce qu'il n'arrive pas à respirer, parce qu'il n'arrive pas à se rassurer, à se détendre. Et si, quand il sera en train d'opérer un cerveau, il n'arrive pas à respirer, ça sera quand même un petit peu ennuyeux pour son patient. Donc je pense que ce blocage en maths va lui permettre d'apprendre certaines choses qui lui seront utiles après, indépendamment des maths auxquelles il ne touchera plus une fois qu'il aura passé ses examens. Je crois qu'il faut prendre les choses comme ça. La vie, c'est une succession d'épreuves. Et si de chaque épreuve, on arrive à tirer quelque chose, si on arrive à y trouver plus sur soi qu'on y perd, alors c'est gagné. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai une question, parce que là, ils ont applaudi, mais on n'a pas dit que c'était fini. J'ai une question, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer dans l'enseignement des mathématiques? Parce que moi, je fais partie de la génération qui a connu le choc des maths modernes. Pouvez-vous taire 2 minutes, là? Que je puisse poser ma question, oui. Et je voudrais savoir si, depuis, il y a eu beaucoup de changements, et j'ai l'impression que les mathématiques ne sont plus du tout enseignées comme au début des années 70, où il y a eu ces fameuses mathématiques modernes qui ont été introduites et qui avaient été un peu traumatisantes pour tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement des mathématiques vous paraît un enseignement qui est
finalement adaptées à cette discipline. Alors, les mathématiques modernes, donc pour vous, c'est de l'histoire ancienne, mais moi, je suis tombée en plein dedans. Et c'était un moment très intéressant. C'était un moment où on démontrait énormément les choses, on allait en profondeur, où les mathématiques étaient très abstraites dès la primaire. Moi, j'ai retrouvé des cahiers de CM1 ou CE2, je ne sais plus, où on me faisait compter en base 3, 4, où on me faisait écrire 235 en base 8. Enfin, c'est assez... Comment? Les bases? Eh ben, l'idée des bases, c'est un peu ce que je vous disais. Vous avez 10 doigts, vous comptez en base 10, mais on pourrait compter en base 3, par exemple, vous voyez? Si on compte en base 3, vous voyez, vous êtes habitué à compter comme ça. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand vous arrivez à 9, 10, il n'y a plus d'unité. Vous dites que c'est 1 et 0. Ce 0, c'est 0 doigt tout seul. Et ce 1, ça veut dire que c'est un paquet de 10. Vous voyez? On a décrété... Vous voyez, vous avez un paquet de 10 et rien. Si vous écrivez 32, c'est 3 paquets de 10 et 2 billes toutes seules, ou 2 doigts tout seuls. Vous voyez? On va dire 2 billes, parce que des doigts tout seuls, c'est... D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Vous voyez, donc mon paquet de 10, je considère qu'un paquet, c'est 10. Quand je vois ce 3, c'est des dizaines. Ensuite, si on fait 10 paquets de 10, on arrive aux centaines, etc. C'est-à-dire que pour nous, 10, c'est une sorte de tout dans notre civilisation. Mais si on avait 3 doigts, on penserait peut-être que le tout, c'est 3. Donc on compterait comme ça. 1, 2, et puis nous, là, le paquet de référence, c'est 3. Donc quand j'arrive à 3, eh ben, ça veut dire que j'ai un paquet et 0 bille toute seule. Ensuite, 4, c'est un paquet et une bille. 5, un paquet et 2 billes. Et 6, c'est... Et non, parce que 3, ça n'existe plus tout seul. Voilà. 2 paquets et pas de billes. Donc là, ça y est, on a compté en base 3. 1, 2, 10, 11, 12, 20, etc. Voilà, donc ça, c'est... Nous, on faisait ça à 8 ans à peu près. Voilà, c'était une façon de voir les choses. La mode, c'était les ensembles qu'on appelait à l'époque des patates. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, nos patates. Enfin bon, mais c'était un peu une obsession, les patates. Je me rappelle qu'une prof de maths nous avait fait un cours de français sur les H muets et les H aspirés une fois en CE2. Et elle était tellement habituée à nous faire travailler avec des patates que même les H, elle les avait dessinées dans des patates. Et du coup, c'est le cours auquel j'ai rien compris. C'était quand même un peu étonnant. Mais alors, j'ai pas grand-chose à dire sur la façon dont les maths sont enseignées. Par contre, ce que je trouve, moi, quand je reçois des élèves, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on vous donne beaucoup de formules, mais pas tellement de théorèmes de base. On vous démontre pas les choses de base. On vous parle de continuité. Ben, alors peut-être que si, hein, mais moi, je n'ai pas la sensation que ce soit si satisfaisant que ça. Vous n'avez pas encore vu la continuité aussi? C'est en première, ouais. Bon. Mais il me semble quand même que, bah, vous verrez l'année prochaine, vous me raconterez. Mais il me semble que la continuité, la notion de continuité, on vous parle d'un trait, d'un crayon qu'on ne lève pas. Mais moi, quand j'étais en première, la définition de la continuité, c'était un truc du genre... ça donnait ça, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0, tel que x moins x0
plus petit que alpha, implique, etc. C'était un peu bizarre, mais en fait, quand on avait compris ce truc-là, on comprenait, si vous voulez, au niveau atomique presque, d'où ça sortait cette continuité. Ce qui fait que la courbe, on pouvait marcher dessus, on savait qu'il n'y aurait pas de trou, on n'allait pas tomber. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'ayant moins de démonstrations de base, mais peut-être qu'à l'école, on vous apprend les maths de façon un peu plus enfin, en reprenant les bases plus, mais quand on n'a pas ces compréhensions de tout départ, de tout début, on a du mal à poser les choses dessus. Ça, moi, je trouve que c'est très dommage, parce que on a tendance à plus chercher des recettes quand on voit moins d'où sortent les choses. Ça, c'est mon point de vue, hein. C'est vous qui direz ce que vous en pensez. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que les contrôles sont trop longs. Beaucoup trop longs. Je trouve que c'est dommage, parce que du coup, vous devez foncer pour les faire et vous ne vous donnez pas le temps. Enfin, peut-être que j'idéalise le passé, mais j'ai des souvenirs de contrôle en première et même terminale avec, je ne sais pas, 4-5 exercices en 4 heures. Et on avait le temps de se casser le nez dessus et de chercher et d'y revenir. On n'avait pas des heures et des heures non plus. Si on ne connaissait pas le cours, ce n'était pas possible. Mais on avait le temps de chercher. On devait pas, c'était pas un marathon. Ou une course de vitesse, je devrais dire plutôt. Hein. C'était beaucoup plus confortable. C'était complètement angoissant, hein, on était tous terrorisés, mais au moins on faisait des maths et pas une sorte de... Alors, j'ai déjà vu des contrôles plus courts que d'autres, je généralise complètement, mais je trouve ça dommage d'avoir à faire des stratégies. Bon, alors je vais faire que la question 1 et la question 5 parce que dans le temps que j'ai, si je veux... Et puis alors, vite, je fais un brouillon pour pas perdre du temps. Et finalement, d'abord, ça vous fait perdre vos moyens et vous faites beaucoup moins bien que ce que vous pourriez faire dans ce temps-là en prenant votre temps. Et puis, je ne suis pas sûre, du coup, que les contrôles longs traduisent vraiment votre niveau et votre rapport aux maths. Enfin, ça, c'est mon point de vue extérieur. Je ne suis pas prof avec une classe. Enfin, vous avez bien compris que moi, je n'en donne pas des contrôles. Donc, c'est un peu facile de critiquer quand on est en dehors. Hein. Ensuite, si je devais m'y coller, sans doute que ce serait différent. Mais de ma place à moi, c'est ça que je ressens. Très bien. Dernière question. Donc, si j'ai bien compris, faire des maths, c'est un peu l'éloge de la lenteur, quoi. Ouais. D'accord. Donc, on peut s'y mettre à mon âge aussi. Plus on veut aller vite, plus il faut aller lentement. D'accord. Vous savez que c'est la tortue qui gagne. Toujours. Bon. Toujours. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.